Le chef des Chebab a bel et bien été tué lundi en Somalie. L'information a été confirmée par les États-Unis que Khartoum félicite pour cet exploit. Un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible au mois de novembre. La nouvelle émane de l'Organisation mondiale de la santé. Réaction de François Hollande en rapport à l'ouvrage de son ex-compagne. C'était hier à Newport au cours d'une conférence de presse. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef suprême des Chebab n'est plus. Ahmed Abdi Godane, chef des islamistes somaliens, a été tué au cours d'une frappe aérienne de l'armée américaine. L'annonce a été officiellement donnée par la Maison-Blanche. Des précisions à travers cet élément. Un énorme coup porté aux insurgés Chebab. Ahmed Abdi Godane est passé de vie à trépas. Le très redouté chef des islamistes somaliens Chebab a été tué au cours d'une frappe aérienne de l'armée américaine. Une perte majeure du point de vue symbolique et opérationnel pour la plus importante des entités affiliées à Al-Qaïda, a souligné la Maison-Blanche dans un communiqué. Elle a par ailleurs relevé que cette opération constituait l'aboutissement de plusieurs années de labeur des services de renseignement de l'armée et des forces de maintien de l'ordre. L'opération menée par les forces spéciales américaines à l'aide de drones, d'avions, de missiles et d'armes à guidage laser a visé une réunion de hauts responsables Chebab à laquelle participait Godane. Aucun soldat américain au sol n'aurait été impliqué dans l'opération. À 37 ans, Godane était l'une des 10 responsables les plus recherchés pour terrorisme par les États-Unis, qui avaient alors mis sa tête à prix pour 7 millions de dollars. Issu du clan Issac du Somaliland et ayant étudié au Pakistan, Godane aurait été formé aux armes en Afghanistan. Fuyant les objectifs, il était au sein des insurgés, l'un des partisans les plus radicaux du djihad mondial contre les partisans d'une idéologie nationaliste somalienne. Le président mozambicain et le chef de la RENAMO ont signé hier vendredi à Maputo un accord de paix. Cet accord met fin à 2 années d'affrontements armés sporadiques. Il ouvre également la voie à des élections en octobre prochain. Les deux hommes ont apposé leur signature sur le document devant une centaine de diplomates et toute l'élite politique mozambicaine rassemblée à la présidence pour une réception et un banquet d'un faste rare. Cette rencontre entre les deux ex-ennemis scelle un cessez-le-feu conclu le 24 août dernier par leurs négociateurs. Depuis presque 2 ans, l'ancien guerriero Dhlakama, qui a fait un retour triomphal jeudi dans la capitale Maputo, avait pris le maquis. Sa dernière entrevue avec M. Gebouza remontait à 2011 en province. C'est un jour très important pour notre peuple, pour la nation du Mozambique. À travers la signature de cet accord de sécession des hostilités militaires entre le gouvernement du Mozambique et la RENAMO au plus haut niveau, nous nous engageons définitivement et immédiatement à cesser toutes les hostilités militaires. Aujourd'hui est un jour très important pour notre peuple, a lancé pour sa part le président Gebouza. Notre peuple a attendu patiemment ce jour, sachant que les solutions à nos problèmes passeraient par le dialogue. Les défis auxquels nous faisons face actuellement requièrent un engagement des forces politiques du Mozambique pour consolider les modèles orientés vers le progrès et la démocratie basée sur les règles de bonne gouvernance. Précisons que cet accord permet au gouvernement de rassurer les investisseurs internationaux, mais c'est aussi une victoire pour la RENAMO qui a su ne pas aller trop loin dans la violence et a obligé le gouvernement à négocier. Pratiquement dépourvu d'industrie et d'infrastructures, le Mozambique est l'un des pays les moins développés du monde, avec une majorité d'habitants pauvres et dépendante d'une agriculture de subsistance. Un vaccin serait peut-être disponible contre le virus Ebola au mois de novembre. La nouvelle nous vient de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS annonce également que sur 3944 cas recensés, Ebola a déjà tué 2097 personnes dans les 3 principaux pays touchés, à savoir le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. De son côté, la Commission européenne a annoncé hier le déblocage de 100
240 millions d'euros pour venir en aide aux pays touchés par le virus. Le plus gros de cette enveloppe, soit 97,5 millions d'euros, vise notamment à renforcer l'offre de services publics. 38 millions iront à un soutien direct au système de soins de santé. Et puis la procureure de la Cour pénale internationale a demandé un report sine-die du procès du président kenyan Uhuru Kenyatta, assurant que Nairobi ne coopérait pas avec l'accusation, qui ne dispose pas d'assez de preuves pour un procès. L'accusation, pour sa part, soutient que la manière appropriée de poursuivre la procédure est de reporter l'affaire jusqu'à ce que le gouvernement du Kenya exécute la requête révisée dans sa totalité. Reportage. C'est une affaire qui remonte aux années 2007-2008. Le président Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé lors des violences post-électorales qui avaient fait plus de 1000 morts et plus de 600 000 déplacés. Son procès avait débuté à fin 2013 mais a été ajourné plusieurs fois depuis, notamment après que des témoins se soient rétractés. L'accusation signale par la présente ne pas être actuellement en mesure de débuter le procès, a indiqué Fatou Bensouda. Les preuves à disposition ne sont pas suffisantes. Madame Bensouda ne souhaite toutefois pas abandonner les poursuites, assurant que le Kenya possède des documents qui pourraient prouver la culpabilité de l'accusé. La grande majorité de ce qui a été demandé n'a pas été fourni, et ce, malgré une décision de la CPI enjoignant à Nairobi de fournir ces documents, a soutenu Fatou Bensouda. Le vice-président Kenya William Ruto est lui aussi poursuivi devant la CPI pour des accusations similaires. Son procès a débuté le 10 septembre 2013. Uhuru Kenyatta et William Ruto, anciens adversaires aujourd'hui devenus partenaires politiques, rejettent les accusations et maintiennent n'avoir joué aucun rôle dans les pires violences à avoir secoué le pays depuis son indépendance en 1963. Précisons qu'ils sont les premiers hauts dirigeants en exercice à comparaître devant la CPI. Et maintenant, les échos du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Newport au Pays de Galles. Entre autres résolutions, les pays membres de l'Alliance Atlantique ont décidé de créer une force très réactive qui pourrait être déployée en quelques jours en réponse à toutes sortes de crises. Cette force permettra à terme de maintenir une présence continue dans l'Est de l'Europe, a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, que je vous invite à suivre ici. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord pour créer ce que j'appellerais le fer de lance au sein de notre force de réponse. Une force très réactive, capable d'être déployée à la dernière minute. Pour faciliter le renforcement, nous allons aussi établir une présence de commandement et de contrôle dans l'est des territoires alliés. Ça envoie un message clair à tout agresseur potentiel. Si jamais vous pensez attaquer un allié, vous allez devoir faire face à toute l'alliance. Toujours en marge du sommet de l'OTAN, le président américain Barack Obama estime que l'accord de cessez-le-feu intervenu entre les séparatistes pro-russes et Kiev peut apporter la paix en Ukraine seulement s'il est suivi d'effets sur le terrain. Pour sa part, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a réclamé un mécanisme crédible et complet de contrôle du cessez-le-feu annoncé entre Kiev et les rebelles pro-russes. Ban Ki-moon a également appelé tous ceux qui sont impliqués dans cet accord à faire preuve de bonne volonté et à prendre des mesures concrètes pour l'application totale et de manière urgente et efficace. Il souligne également qu'un contrôle et une supervision crédible et complets sont des éléments essentiels pour appliquer avec succès le cessez-le-feu et le plan de paix. Par ailleurs, le président ukrainien Petro Poroshenko a donné l'ordre à ses troupes d'observer ce cessez-le-feu. Le Kremlin, pour sa part, a réagi aussitôt en espérant que l'accord sur le cessez-le-feu sera respecté point par point. Aucune précision n'a été donnée pour l'instant sur la durée de cet accord de cessez-le-feu. Et puis sachez qu'après la publication de Merci pour ce moment, le livre de son ex-compagne Valérie Trierweiler, le président français François Hollande a fait une mise au point. C'était lors d'une conférence de presse donnée en marge du sommet de l'OTAN. Au Pays de Galles, bien entendu, voici un extrait de sa déclaration. J'ai été élu pour 5 ans par le peuple français. Je suis à mi-mandat. Il n'y a pas de sondage, aussi difficile soit-il, que je regarde en face, qui puisse
interrompre le mandat que donne le peuple au président de la République. Mon devoir, c'est ne pas céder à je ne sais quelle pression, c'est de ne pas simplement être un commentateur d'une situation, parce que la défiance, elle est là, installée dans notre pays depuis longtemps. C'est de régler les grandes questions qui sont posées à la France. Je ne me départirai pas de ce qu'est ma responsabilité. Je ne dévierai pas de cette règle de conduite, parce que c'est l'intérêt du pays, parce que c'est le rôle qui m'a été confié et parce que c'est la force de nos institutions. Manifestation hier des migrants à Calais en France. Il s'agit pour la plupart des ressortissants soudanais et ils réclamaient notamment de meilleures conditions d'accueil. Imagissons. Des dizaines de migrants manifestant à Calais. Ils se sont donné rendez-vous ce vendredi pour réclamer de meilleures conditions d'accueil en attendant de parvenir à rallier la Grande-Bretagne. Je voudrais aller en Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne prend soin de nous. Nous devons faire de notre mieux pour y aller. Parce que rester ici, ça veut dire mourir à petit feu, raconte ce Soudanais. Je n'ai pas quitté le Soudan pour venir ici. J'ai besoin d'un pays qui soit bien pour y vivre ma vie. Je suis ici depuis 20 jours. Renchérit celui-ci. Ces migrants dénoncent par ailleurs des violences policières. Il y a une série d'expulsions en fait en mai et en juillet qui fait qu'ils ont été repoussés à la périphérie de la ville dans des conditions très précaires. Ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup d'entre eux remontent très rapidement de Libye en fait par l'Italie et arrivent en fait sans argent pour payer leur passage. Ça s'est traduit au début de cette année par des prises de risques importantes avec pas mal de décès. Et ça se traduit maintenant qu'ils sont beaucoup plus nombreux par le fait qu'ils essayent de passer en force. En tout cas, ils arrivent par groupe de plusieurs dizaines, parfois quelques centaines, autour des camions, sur les parkings du port, etc. Dans l'espoir qu'en désorganisant en fait, la sécurité et la police, certains d'entre eux se glissent dans les camions, se glissent en dessous des camions et puissent ensuite échapper au contrôle. Après un long rassemblement, les manifestants se sont dirigés vers le centre-ville pour terminer leur parcours sur la place d'Armes. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information continue sur SICA. À très bientôt.